Le silence. C'est la première chose dont je me souviens après avoir poussé cette porte. Un silence si dense qu'il semblait absorber même les battements affolés de mon cœur. Mes clés glissèrent de mes mains tremblantes et tombèrent sur le parquet avec un tintement métallique qui résonna comme un coup de tonnerre dans l'appartement de la rue Mouffetard. J'étais rentré plus tôt que prévu de mon cours de français langue étrangère à la Sorbonne. Une migraine m'avait forcé à écourter ma journée, et tout ce que je voulais, c'était me glisser sous notre couette en lin blanc, celle qu'Étienne et moi avions choisie ensemble chez Maison de Vacances l'année dernière. Je voulais retrouver l'odeur rassurante de son aftershave sur l'oreiller, sentir la chaleur familière de notre lit conjugal. Mais ce que j'ai découvert dans cette chambre a pulvérisé 4 années de mariage en une fraction de seconde. Étienne était là, nu, enlacé avec un homme aux cheveux bruns que je ne connaissais pas. Leurs corps emmêlés sur nos draps blancs formaient une image si surréaliste que mon cerveau refusa d'abord de la traiter. Je restais figé dans l'encadrement de la porte, ma sacoche de professeur glissant lentement de mon épaule, mes livres de cours s'éparpillant à mes pieds comme des oiseaux blessés. Le temps s'étira, visqueux et cruel. J'entendais leur respiration. Je voyais la sueur perler sur le dos de cet inconnu. Je sentais l'air chargé de leur intimité. Mon mari, murmurait des mots tendres dans une langue que je ne comprenais pas, celle du plaisir qu'il ne partageait plus avec moi depuis des mois. Chers auditeurs, avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire bouleversante de reconstruction personnelle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos récits exclusifs. Chaque jour, nous vous apportons des histoires qui vous feront vibrer, réfléchir et vous connecter profondément à l'expérience humaine. Laissez vos commentaires et partagez vos impressions sur cette histoire de renaissance. L'homme aux cheveux bruns m'aperçut le premier. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche forma un O parfait de surprise. Étienne suivit son regard et se retourna vers moi. Nos yeux se croisèrent, et dans ce regard que je connaissais par cœur depuis notre rencontre à la faculté de lettres, je lus tout. La culpabilité, la panique, mais aussi le soulagement. Comme si une partie de lui attendait ce moment depuis longtemps. Camille, sa voix était rauque, étranglée. Il tendit une main vers moi, mais le geste mourut dans l'air, pathétique et inutile. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Ma gorge s'était refermée comme un poing et mes jambes vacillaient sous moi. Je reculais d'un pas, puis d'un autre, mes talons butant contre mes livres éparpillés. Madame Bovary, L'étranger, Le Petit Prince, tous ces textes que j'enseignais avec passion gisaient maintenant à mes pieds, témoins muets de ma propre tragédie. L'inconnu rassembla ses vêtements avec des gestes précipités, marmonnant des excuses que je n'entendais pas vraiment. Il passa devant moi comme une ombre fuyante, évitant soigneusement mon regard. La porte d'entrée claqua derrière lui, nous laissant seuls, Étienne et moi, dans ce silence qui revenait, plus lourd qu'avant. Combien de temps? Ma voix me surprit elle-même, claire, presque détachée, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Étienne enfila son caleçon, ses gestes maladroits trahissant son embarras. « Camille, ce n'est pas ce que tu crois. »« Combien de temps, Étienne ?» répétai-je, plus fermement cette fois. Il s'assit au bord du lit, la tête entre les mains. Nos draps froissés gardaient encore l'empreinte de leur corps. « 2 ans, murmura-t-il finalement. Peut-être plus. 2 ans. Pendant que je préparais mes cours le soir, pendant que je cuisinais ses plats préférés, pendant que je m'inquiétais de ses retards au bureau, pendant que je me demandais pourquoi nous ne faisions plus l'amour. 2 ans de mensonges, de baisers volés qui n'étaient pas pour moi, de « je t'aime » prononcés par habitude. Je m'appuyais contre le chambranle de la porte, mes jambes refusant de me porter plus longtemps. Pourquoi? La question sortit comme un souffle, presque inaudible. Il leva enfin les yeux vers moi et je vis des larmes couler sur ses joues. Je ne sais pas, Camille. Je ne sais pas qui je suis. Je ne l'ai jamais su. Cette phrase me frappa comme une gifle. Lui ne savait pas qui il était? Et moi alors? Moi qui avais modelé ma vie autour de la sienne, qui avais adapté mes rêves à ses ambitions, qui m'étais transformée en l'épouse parfaite qu'il semblait vouloir. Qui étais-je sans lui? Je ramassais mes livres un à un, mes gestes mécaniques masquant le chaos qui régnait dans ma tête. Chaque titre que je soulevais résonnait différemment maintenant. Emma Bovary et son mari insatisfaisant. Meursault et son détachement face à l'absurdité de l'existence. Le Petit Prince et sa quête de sens dans un monde incompréhensible. « Où vas-tu dormir ce soir ?» demanda Étienne d'une voix hésitante.
Je me redressais, mes livres serrés contre ma poitrine comme un bouclier dérisoire. Ici, c'est mon appartement aussi. Et moi, je le regardais, vraiment le regardais, pour la première fois depuis que j'avais poussé cette porte. Cet homme que j'avais épousé par amour, avec qui j'avais rêvé d'enfants et de voyages, qui connaissait mes habitudes matinales et mes peurs nocturnes. Cet homme était un étranger. Peut-être l'avait-il toujours été. Je ne sais pas, Étienne. Apparemment, nous ne savons ni l'un ni l'autre qui nous sommes vraiment. Je sortis de la chambre, refermant doucement la porte derrière moi. Dans le salon, rien n'avait changé. Les photos de notre mariage souriaient toujours depuis la commode. Nos livres se côtoyaient harmonieusement dans la bibliothèque. La plante verte que j'arrosais religieusement chaque dimanche verdoyait dans son coin. Tout était exactement comme je l'avais laissé ce matin. Et pourtant, rien ne serait plus jamais pareil. Je m'effondrais sur le canapé, mes livres tombant à nouveau de mes bras. Pour la première fois depuis que j'avais poussé cette porte, je me mis à pleurer. Pas des sanglots dramatiques, mais des larmes silencieuses qui coulaient sans fin, chaudes et salées sur mes joues. Je pleurais sur mon mariage brisé, sur ma confiance trahie, sur ma naïveté d'avoir cru que l'amour suffisait. Mais au plus profond de moi, quelque chose d'autre naissait. Une douleur différente, plus sourde, mais plus profonde. La douleur de réaliser que je ne savais pas non plus qui j'étais sans Étienne, sans ce rôle d'épouse parfaite que j'avais endossé si naturellement. Cette nuit-là, allongée seule dans le lit conjugal qui sentait encore leur intimité, je fixais le plafond jusqu'à l'aube. Une seule question tournait en boucle dans ma tête, lancinante et terrifiante. Maintenant que tout s'effondrait, qu'allait-il rester de moi? Les jours suivants se fondirent dans une brume grisâtre, où seule la honte semblait avoir des contours nets. Étienne était parti chez son frère, le temps que les choses se calment, comme s'il s'agissait d'un simple orage passager et non de l'apocalypse de notre mariage. Il avait emporté 2 valises et la moitié de nos livres, une étrange sélection qui m'avait révélé des facettes de lui que j'ignorais. Qui était cet homme qui emportait Proust mais laissait Duras? Qui prenait ses romans de Modiano mais abandonnait nos albums photos? Je n'allais pas travailler pendant 1 semaine. J'appelais le secrétariat de la Sorbonne en prétextant une grippe, ma voix si faible au téléphone que même moi j'y crus presque. Madame Giraud, la responsable administrative, me souhaita un prompt rétablissement avec cette bienveillance professionnelle qui me fit éclater en sanglots dès que je raccrochais. Comment expliquer à mes collègues que mon mari me trompait avec un homme depuis 2 ans? Comment affronter leurs regards, leurs questions polies, leurs silences gênés? Dans le milieu universitaire parisien, tout se sait, tout se commente. J'imaginais déjà les conversations à la machine à café. Tu savais, toi, pour le mari de Camille? Je me demandais pourquoi elle avait l'air si fatiguée ces derniers temps. Elle n'a vraiment rien vu venir? Ma mère appela le 3e jour. Sa voix inquiète résonna dans l'appartement silencieux comme une intrusion douloureuse dans ma bulle de souffrance. Camille, ma chérie, tu as une voix bizarre. Tu es malade? Je me regardais dans le miroir de l'entrée. Mes cheveux châtains pendèrent tristement de chaque côté de mon visage blême. Mes yeux, d'habitude vifs et expressifs quand je parlais littérature à mes étudiants, étaient rouges et gonflés. J'avais l'air d'un fantôme de moi-même. Juste fatiguée, maman. Et Étienne? Il ne répond pas au téléphone. J'ai essayé de l'appeler hier pour l'inviter à déjeuner dimanche avec papa, le déjeuner dominical chez mes parents. Cette tradition sacrée où nous jouions les jeunes mariés heureux, où Étienne complimentait les tartes de maman et discutait politique avec papa, où j'étais fière de mon mari beau et intelligent, de notre appartement bien rangé, de notre vie si parfaitement conventionnelle. Il travaille beaucoup en ce moment, mentis-je, surprise par la facilité avec laquelle les faux fuyants sortaient maintenant de ma bouche. Tu devrais passer nous voir alors. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas eu pour nous tout seuls. L'idée de m'asseoir à leur table, de faire semblant que tout allait bien, de répondre à leurs questions innocentes sur mon couple, me donna envie de vomir. Je ne peux pas ce week-end, maman. J'ai des copies à corriger. Après avoir raccroché, je restais longtemps assise par terre dans l'entrée, le dos contre la porte fermée. Mes parents m'avaient élevé dans l'idée que le mariage était sacré, que l'amour triomphait de tout, que si on était assez gentille, assez dévouée, assez patiente, le bonheur était garanti. Comment leur annoncer que leur gendre exemplaire, celui qui aidait papa à tailler les rosiers et qui offrait des fleurs à maman pour ses anniversaires, préférait les hommes? Plus difficile encore.
Comment leur avouer que je ne savais pas si j'avais de la peine à cause de sa trahison ou à cause de ma propre ignorance? Car au fond de moi, une question terrible germait. Comment avais-je pu être si aveugle? Quels signes avais-je choisi d'ignorer? Notre sexualité en berne depuis des mois, ses absences prolongées, sa distance croissante. Avais-je fermé les yeux par commodité, par peur de voir la vérité? Mes amis commencèrent à s'inquiéter. Léa, ma collègue de l'université, passa un soir avec du vin et des sushis. Elle sonna 3 fois avant que je me décide à ouvrir, honteuse de mon état. Cheveux gras, pyjama froissé, appartement en désordre. Mon Dieu, Camille, qu'est-ce qui t'arrive? Je la regardais, cette amie si chère avec qui je partageais mes doutes pédagogiques et mes petits bonheurs quotidiens. Comment lui expliquer que ma vie s'était écroulée? Comment prononcer les mots « Mon mari me trompe avec un homme ». Étienne et moi, nous traversons une période difficile. Léa s'assit à côté de moi sur le canapé, écartant délicatement les mouchoirs usagés et les tasses de thé froid. « Tu veux en parler ?» Je secouai la tête. Les mots restaient coincés dans ma gorge, trop lourds, trop humiliants. Si je les prononçais, ils deviendraient réels, et je n'étais pas prête pour cette réalité. « C'est grave ?» insista-t-elle doucement. « Je crois que notre mariage est fini. » Ces mots sortirent comme un souffle, et aussitôt je me mis à pleurer. Léa me prit dans ses bras, et pour la première fois depuis des jours, je me sentis moins seule. Mais même dans ses bras réconfortants, je gardais mon secret. La vérité était trop douloureuse, trop complexe. Comment expliquer que je ne pleurais pas seulement sur Étienne, mais sur moi, sur cette femme que j'avais été, si sûre d'elle, si fière de sa vie bien ordonnée? Après le départ de Léa, je me retrouvais face au miroir de la salle de bain. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» murmurai-je à mon reflet. « Pourquoi ne suis-je pas assez femme ?» La question était absurde, je le savais, mais elle me rongeait. Étais-je trop fade? Pas assez séduisante? Avais-je dit ou fait quelque chose qui l'avait poussée vers les hommes? Les nuits étaient les pires. Allongée dans notre lit qui sentait maintenant le vide et la solitude, je ressassais chaque moment de notre relation. Notre rencontre à la bibliothèque Sainte-Geneviève, nos premiers rendez-vous timides dans les cafés du quartier latin, sa demande en mariage sur le pont des Arts. Tout cela avait-il été du théâtre? Ou étions-nous 2 êtres perdus qui s'étaient accrochés l'un à l'autre par peur de la solitude? Je commençais à éviter les lieux où nous allions ensemble. Plus de marché des Enfants Rouges le samedi matin, plus de cinéma au Grand Rex, plus de promenades dans le Marais. Paris rétrécissait autour de moi, chaque rue recélant un souvenir douloureux. Un matin, en me brossant les dents, je réalisais que je ne m'étais pas vraiment regardée depuis des années. J'avais 32 ans, des yeux verts que mes étudiants disaient expressifs, des mains fines qui gesticulaient quand j'expliquais Baudelaire. J'aimais les croissants du dimanche matin, les films de Truffaut et les promenades sous la pluie. Mais qui était cette femme au-delà de l'épouse d'Étienne? Cette question me terrifia plus que la trahison elle-même. Car si je ne savais pas qui j'étais sans lui, comment pourrais-je survivre à sa perte? Ce jour-là, pour la première fois depuis 1 semaine, je sortis de l'appartement. Pas pour aller travailler, pas pour faire les courses, mais juste pour marcher. Mes pas me menèrent instinctivement vers la Seine et je m'arrêtai sur le pont Neuf. L'eau coulait en contrebas, indifférente à ma douleur, poursuivant son cours éternel vers la mer. C'est là, appuyé contre la pierre froide du parapet, que je pris ma première décision consciente depuis la découverte. J'allais apprendre à me connaître, pas pour Étienne, pas pour mes parents, pas pour mes amis, pour moi. Parce que cette femme brisée qui se reflétait dans la Seine méritait de savoir qui elle était vraiment, même si cela devait faire encore plus mal. 3 semaines après la découverte, en fouillant dans notre bibliothèque pour y ranger un livre que j'avais emprunté à l'université, mes doigts rencontrèrent un objet oublié. Coincé entre L'Amant de Duras et Les mots de Sartre, un cahier à la couverture de cuir rouge émergea comme un fantôme du passé. Mon ancien carnet d'écriture. Je le pris avec des mains tremblantes, surprise par l'émotion qui m'envahit soudain. Ce cahier, je l'avais oublié depuis des années. Il datait de mes 18 ans, de cette époque où j'écrivais des nouvelles le soir après les cours, où je remplissais des pages entières de mes rêveries et de mes réflexions sur la vie. Avant Étienne, avant que je devienne nous. Je m'installai dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où Étienne lisait ses revues d'architecture le dimanche matin. L'ironie ne m'échappa pas. J'allais redécouvrir qui j'étais à l'endroit même où j'avais observé qui il était, ou plutôt qui il prétendait être.
La première page s'ouvrit sur une écriture ronde et appliquée, si différente de ma graphie actuelle, devenue rapide et efficace à force de corriger des copies. 15 septembre 2008. Aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire ma vie comme un roman. Pas pour la publier, mais pour la comprendre. Ces mots me frappèrent comme une révélation. Cette jeune fille de 18 ans avait une sagesse que j'avais perdue en cours de route. Quand avais-je cessé de vouloir comprendre ma vie? Quand m'étais-je contenté de la subir? Je tournais les pages, retrouvant des fragments de cette Camille d'avant. Elle écrivait sur ses professeurs de Cagne, sur ses doutes existentiels, sur ses premières amours déçus. Elle analysait les héroïnes de ses lectures. Emma Bovary cherche l'amour-passion dans les bras d'hommes qui ne la comprennent pas. Mais le vrai drame, ce n'est pas qu'elle trompe Charles, c'est qu'elle ne sait pas qui elle est quand elle n'aime pas. Cette phrase me coupa le souffle. Cette adolescente avait écrit sur Emma Bovary exactement ce que je vivais maintenant, 14 ans plus tard. Sauf que moi, c'était l'inverse. Je découvrais qui j'étais quand on ne m'aimait plus. Ou plutôt, quand on ne m'avait jamais vraiment aimé. Plus loin, je tombais sur un texte qui me fit fondre en larmes. Aujourd'hui, maman m'a dit que je rêvais trop, que je devais être plus réaliste. Elle veut que je trouve un bon mari, un travail stable, une vie tranquille. Mais moi, je veux écrire. Je veux que mes mots touchent les gens, qu'ils les fassent réfléchir, qu'ils les aident à se sentir moins seuls. Est-ce vraiment trop demander à la vie? Je me souvenais de cette conversation avec ma mère. C'était juste avant ma rencontre avec Étienne, à la bibliothèque. Il m'avait trouvé en train de pleurer sur ma dissertation de philosophie et il m'avait offert un mouchoir avec un sourire si tendre. Ce jour-là, j'avais rangé mes rêves d'écriture au fond d'un tiroir pour devenir la petite amie, puis la fiancée, puis l'épouse parfaite qu'il semblait désirer. Mais cette jeune femme dans le cahier, elle savait ce qu'elle voulait. Elle avait des projets, des ambitions, une voix. Où était-elle passée? Quand avais-je troqué ma plume contre une alliance? Je continuais ma lecture, découvrant des nouvelles courtes que j'avais complètement oubliées. L'une d'elles racontait l'histoire d'une femme qui se regardait dans un miroir brisé et voyait dans chaque fragment une version différente d'elle-même. Elle réalisa que le miroir n'était pas cassé, écrivais-je alors. Il lui montrait enfin la vérité. Nous sommes tous multiples et c'est notre plus belle complexité. Ces mots résonnaient maintenant avec une force prophétique. Moi aussi, je me regardais dans un miroir brisé depuis 3 semaines. Mais au lieu d'y voir ma complexité, je n'y voyais que mes échecs. Épouse trompée, femme aveugle, être incomplet. Le soleil déclinait derrière les toits de Paris quand je refermais le cahier. Pour la première fois depuis la découverte, je ne pensais plus à Étienne. Je pensais à cette fille de 18 ans qui avait eu le courage de rêver grand, qui croyait en la force des mots, qui voulait toucher les âmes par son écriture. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Mais ce n'était plus l'insomnie de la douleur, c'était celle de l'éveil. Quelque chose bougeait en moi. Quelque chose que je croyais mort depuis longtemps. Une envie, un besoin viscéral que je n'avais pas ressenti depuis des années. Vers 3 heures du matin, je me levai et m'installai à la table de la cuisine avec un carnet vierge que j'avais trouvé dans un tiroir. Ma main trembla au-dessus de la page blanche. Avais-je encore la capacité d'écrire? Les mots viendraient-ils encore? Je commençais par une phrase simple. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que ma vie était un mensonge. Et soudain, les mots coulèrent. Pas comme un torrent, mais comme une source qui se remettait doucement à couler après des années de sécheresse. J'écrivis sur la douleur, sur la trahison, mais aussi sur cette étrange libération que je commençais à ressentir. J'écrivis sur cette femme que j'avais été, sur celle que j'étais devenue, sur celle que je pourrais peut-être redevenir. L'écriture avait un goût de reconnaissance. Mes doigts se souvenaient du plaisir de former les lettres. Ma tête bourgeonnait d'images et de métaphores. C'était comme retrouver une langue maternelle après des années d'exil. Quand l'aube colora les toits de rose, j'avais rempli 15 pages. 15 pages de vérité brute, de questionnements profonds, de douleurs transformées en mots. Et pour la première fois depuis des semaines, je me sentis vivante. Étienne m'avait trahi, certes. Mais en me forçant à me retrouver seule face à moi-même, il m'avait involontairement offert le plus beau des cadeaux. La possibilité de renouer avec qui j'étais vraiment. Cette femme qui écrivait à l'aube, les cheveux défaits et le cœur ouvert, cette femme-là méritait d'exister. Elle méritait de prendre sa place. Enfin, je regardais mes pages noircies avec un mélange de fierté et d'appréhension. C'était un début. Un tout petit début,
mais un début quand même. Pour la première fois depuis 3 semaines, l'avenir ne me semblait plus complètement noir. Il était peut-être temps d'apprendre à vivre pour moi. L'écriture était devenue mon refuge. Chaque matin, avant même de prendre mon café, je m'installais à cette table de cuisine et je laissais mes pensées se déverser sur le papier. Au début, c'était des torrents de colère et de désespoir. Puis, progressivement, quelque chose d'autre émergea. Une curiosité douloureuse mais libératrice sur moi-même. Je commençais à analyser ma relation avec Étienne avec la même rigueur que j'analysais les textes littéraires avec mes étudiants. Et ce que je découvris me glaça le sang. J'avais passé 14 ans à me mouler dans ce que je croyais qu'il attendait de moi. La Camille qu'il avait épousée n'était qu'une construction, un personnage que j'avais créé pour lui plaire. Quand il mentionnait qu'il préférait les femmes discrètes, j'étouffais mes éclats de rire spontanés. Quand il disait aimer la cuisine traditionnelle, j'abandonnais mes expériences culinaires créatives. Quand il critiquait les femmes trop intellectuelles, je cessais de parler de mes lectures personnelles à table. Petit à petit, couche après couche, j'avais enterré la vraie Camille sous les attentes présumées de mon mari. Cette révélation fut plus douloureuse que la trahison elle-même. Car si Étienne m'avait trompé, moi, je m'étais trahi durant des années. J'avais été la complice active de ma propre disparition. Je me souvenais maintenant de ces moments où j'avais ressenti une étrange frustration, une sensation d'étouffement que je n'arrivais pas à nommer. Quand mes collègues parlaient de leurs projets d'écriture, de leur voyage solo, de leur prise de position féministe, quelque chose en moi vibrait d'envie et de regret. Mais aussitôt, la voix de la bonne épouse reprenait le dessus. Tu as de la chance d'avoir un mari stable, un appartement confortable, une vie tranquille. Arrête de rêver à des chimères. Mes parents avaient contribué à cette construction sans le savoir. Depuis mon mariage, leurs compliments portaient toujours sur ma capacité à bien m'occuper d'Étienne, sur la propreté de mon appartement, sur ma sagesse de ne pas faire d'histoire. Jamais sur mes réussites professionnelles, sur mes idées, sur mes aspirations personnelles. Et mes amis, même Léa, pourtant si brillante et indépendante, m'enviait ma stabilité conjugale. Tu as de la chance, me disait-elle souvent. Vous formez un couple si harmonieux. Harmonieux ou éteint? La frontière était si mince que je ne l'avais pas vue. Un soir, en relisant mes écrits nocturnes, je tombais sur une phrase qui m'arrêta net. Je réalise que je ne connais même plus mes goûts profonds. Est-ce que j'aime vraiment le thé Earl Grey ou c'est parce qu'Étienne le préfère au café? Est-ce que j'apprécie réellement Woody Allen ou j'ai fini par l'adopter par osmose? Qui suis-je quand personne ne me regarde? Cette question devint une obsession. Je commençais une sorte d'inventaire de moi-même, testant mes réactions authentiques. Je découvris que j'adorais la musique jazz que je n'écoutais jamais parce qu'Étienne la trouvait déprimante, que j'aimais porter du rouge à lèvres rouge vif, couleur qu'il jugeait vulgaire, que j'avais envie de couper mes cheveux longs qu'il caressait avec tant de tendresse, mais qui me pesaient sur les épaules. Chaque petite découverte était une victoire et une blessure. Une victoire parce que je me récupérais, morceau par morceau. Une blessure parce que je réalisais l'ampleur de ce que j'avais sacrifié. Le plus difficile fut de comprendre pourquoi j'avais accepté cette transformation. La réponse était cruelle dans sa simplicité. J'avais eu peur. Peur de ne pas être assez bien tel que j'étais. Peur qu'Étienne ne m'aime pas si je montrais mes aspérités, mes contradictions, mes désirs profonds. Peur de la solitude si je refusais de jouer le rôle de la compagne parfaite. Ironiquement, cette peur de la solitude m'avait mené exactement là où je me trouvais maintenant, seule. Mais avec une différence cruciale, cette solitude-ci était choisie. Elle était le prix de ma redécouverte, le terrain vague nécessaire avant la reconstruction. Mes écrits prirent une tournure différente. Je ne parlais plus seulement de ma douleur, mais de mes questionnements profonds sur les femmes de ma génération. Combien d'entre nous s'étaient perdus dans l'amour? Combien avaient rangé leurs rêves au placard par réalisme? Combien continuaient à vivre des vies qui ne leur ressemblaient pas par peur du changement? Un matin, en me regardant dans le miroir de la salle de bain, je pris une décision. Je sortis et me rendis chez le coiffeur. « Coupez-moi tout », dis-je à Fabrice, mon coiffeur depuis 10 ans. « Je veux un carré court, moderne. » Il me regarda avec surprise. « Vous êtes sûr? Vos cheveux sont si beaux longs. Justement, il est temps que je sois belle pour moi. » Voir mes cheveux tomber sur le sol fut libérateur et terrifiant à la fois. Dans le miroir, une autre femme apparaissait. Plus moderne, plus affirmée, plus... Moi, cette coupe
révélait la structure de mon visage, donnait de la force à mon regard. Je me trouvais belle d'une beauté que je ne me connaissais pas. En rentrant chez moi, je croisai Madame Dubois, ma voisine octogénaire. Elle me regarda avec des yeux pétillants. « Ma petite Camille, comme vous êtes élégante avec cette coupe. Vous rayonnez, rayonnez. » Le mot résonna en moi toute la soirée. Quand avais-je rayonné pour la dernière fois? Certainement pas ces dernières années où je m'efforçais d'être discrète, de ne pas faire de vagues, de rester dans l'ombre d'Étienne. Ce soir-là, j'écrivis pendant des heures. Sur cette femme que j'avais été, sur celle que je devenais, sur toutes ces années perdues à jouer un rôle, mais aussi sur l'espoir nouveau qui naissait en moi. Car si j'avais été capable de me transformer pour lui plaire, j'étais aussi capable de me transformer pour me plaire à moi. La trahison d'Étienne n'était plus seulement une blessure. Elle devenait un révélateur, un coup de projecteur impitoyable sur ma propre trahison envers moi-même. Et maintenant que je la voyais, je pouvais enfin la réparer. Pour la première fois depuis des semaines, je me couchais avec un sentiment qui ressemblait à de l'excitation. Demain, je continuerai cette exploration de moi-même. Demain, je découvrirai peut-être encore un autre fragment de la vraie Camille. Cette femme qui avait le courage de se regarder en face méritait tout mon respect. 2 mois après ma découverte de ce carnet d'écriture qui avait tout changé, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce qui avait commencé comme une thérapie personnelle, ces pages nocturnes où je déversais ma douleur et mes questionnements, allait prendre une dimension que je n'avais jamais imaginée. Un soir de novembre, assise dans ce café de Belleville où j'avais pris l'habitude de m'installer pour écrire loin de l'appartement chargé de souvenirs, je regardais mes carnets s'accumuler. 15 cahiers remplis en 2 mois. 15 témoins de ma métamorphose, de ma reconstruction douloureuse mais nécessaire. Ces mots qui m'avaient sauvé, ne pourraient-ils pas en aider d'autres? L'idée germa lentement, timidement. Et si je partageais ces réflexions? Et si d'autres femmes vivaient la même chose que moi? Cette sensation d'avoir perdu leur identité dans l'amour, cette culpabilité de ne pas être assez pour retenir leur homme, cette honte de découvrir qu'elles ne se connaissaient plus, je rentrais chez moi ce soir-là avec une énergie nouvelle. Pour la première fois depuis des mois, j'allumai l'ordinateur portable qui prenait la poussière sur le bureau d'Étienne. Mes doigts hésitèrent au-dessus du clavier, puis je tapais ces mots. « Récit d'une femme qui se reconstruit ». Ce serait le titre de mon blog anonyme. La première publication fut la plus difficile. Comment exposer sa vulnérabilité au monde entier? Comment transformer ses blessures en mots qui pourraient servir à d'autres? Je choisis un texte que j'avais écrit la semaine précédente, une réflexion sur cette femme que j'avais été et qui s'effaçait toujours pour laisser la place aux autres. Je m'appelle Camille et je ne sais plus qui je suis, commençai-je. Il y a 2 mois, j'ai découvert que mon mari me trompait, mais le plus choquant n'était pas sa trahison. C'était de réaliser que moi aussi, je m'étais trahie. Pendant des années, je me suis construite autour de ses désirs, de ses attentes, de ses silences. Je me suis fondue dans le moule de la femme parfaite jusqu'à oublier la forme de mon âme. Je publiais ce texte à 3 heures du matin, le cœur battant. Qui lirait ces mots? Qui s'intéresserait au questionnement d'une trentenaire perdue? J'éteignis l'ordinateur et allai me coucher, persuadée que mon blog resterait dans l'anonymat le plus complet. Le lendemain matin, en ouvrant ma messagerie, je découvris quelque chose d'incroyable. 23 commentaires. 23 femmes qui avaient lu mon texte et y avaient reconnu leur propre histoire. « Merci d'avoir mis des mots sur ce que je vis », écrivait Sarah. « Je pleure en vous lisant parce que vous décrivez exactement ce que je ressens », ajoutait Marine. « Vous m'aidez à comprendre que je ne suis pas folle », concluait Élise. Cette première nuit blanche fut suivie de beaucoup d'autres. Je publiais un texte tous les 2 jours, puisant dans mes carnets, mais aussi dans les nouvelles réflexions que m'inspiraient les témoignages de mes lectrices. Car elles aussi écrivaient, elles aussi racontaient leurs histoires dans les commentaires. Mon blog devenait un espace de dialogue, un lieu de sororité inattendu. Les thèmes que j'abordais touchaient manifestement une corde sensible. L'article sur la dictée du bonheur conjugal, cette pression sociale qui pousse les femmes à faire des compromis infinis pour préserver leur couple, fut partagé plus de 1000 fois. Celui sur l'art de disparaître en restant, cette capacité féminine à s'effacer tout en étant physiquement présente, généra des centaines de témoignages bouleversants. Une lectrice, prénommée Juliette, m'écrivit une lettre privée qui me marqua profondément. « Grâce à vous, j'ai réalisé que je n'avais pas lu un seul livre de mon choix depuis mon mariage.
Je lisais toujours les recommandations de mon mari, ses goûts littéraires. Hier, je suis allée dans une librairie et j'ai acheté un roman d'Amélie Nothomb, qu'il déteste. C'est un petit pas, mais c'est mon pas. Ces mots me firent comprendre l'impact réel de mon écriture. Au-delà de ma propre guérison, j'aidais d'autres femmes à poser des questions essentielles sur leur vie. Mes mots devenaient des graines plantées dans des consciences endormies. Le phénomène prit une ampleur inattendue quand mon article « La femme qui aimait trop » fut repris par plusieurs sites féministes. Le nombre de lectrices de mon blog explosa. 5 000, puis 10 000, puis 20 000 visiteurs par mois. Des journalistes commencèrent à me contacter pour des interviews, mais je refusais, préservant jalousement mon anonymat. Cette liberté de parole n'était possible que dans l'ombre. Parallèlement à ce succès numérique, quelque chose de plus profond se transformait en moi. Écrire pour ces femmes qui me ressemblaient me donnait un sentiment d'utilité que je n'avais jamais éprouvé dans l'enseignement. Mes cours de français langue étrangère me paraissaient soudain ternes comparés à cette mission qui naissait, aider des femmes à se retrouver. Je commençais à recevoir des messages de plus en plus personnels, des femmes qui me racontaient comment mes textes les avaient poussées à reprendre des études abandonnées, à quitter des maris violents, à retrouver des passions oubliées. « Vous m'avez sauvée », m'écrivait régulièrement Sandrine. « Vous m'avez donné le courage de vivre pour moi », ajoutait Nathalie. Ces mots me bouleversaient. Moi qui m'étais sentie si inutile, si diminuée par la trahison d'Étienne, je découvrais que ma douleur avait un sens. Elle était devenue un pont entre moi et toutes ces femmes qui cherchaient leur chemin vers elles-mêmes. Un soir de décembre, en relisant les commentaires sous mon dernier article « Apprendre à s'aimer imparfaite », je réalisais quelque chose de fondamental. Je n'étais plus la même femme que celle qui avait découvert son mari avec un autre homme 4 mois plus tôt. Cette Camille-là était brisée, perdue, honteuse. La femme que j'étais devenue avait transformé sa blessure en force, sa solitude en connexion avec d'autres âmes. Mon blog comptait maintenant 50 000 lectrices régulières. 50 000 femmes qui trouvaient dans mes mots un écho à leurs propres questionnements. Cette communauté invisible était devenue ma nouvelle famille, celle qui m'acceptait dans toute ma vulnérabilité et ma complexité. Ce soir-là, je pris une décision qui m'aurait paru impossible quelques mois plus tôt. J'écrivis à ma mère pour lui annoncer qu'Étienne et moi nous séparions. Mais contrairement à ce que j'avais imaginé, ce ne fut pas un aveu d'échec. Ce fut une déclaration d'indépendance. « Maman », lui écrivis-je, « je divorce. Mais ce n'est pas une tragédie. C'est une renaissance. J'ai découvert qui j'étais vraiment, et cette femme mérite d'être aimée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle accepte de ne pas être. » En envoyant ce message, je sus que le processus était irréversible. La chenille était devenue papillon, et elle ne pourrait jamais retourner dans son cocon. Cette transformation, aussi douloureuse soit-elle, était la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Mon blog avait fait de moi une femme libre. Libre de mes mots, libre de mes choix, libre d'être imparfaite et entière à la fois. 6 mois après cette nuit fatidique où j'avais découvert Étienne avec un autre homme, ma vie avait pris des couleurs que je ne lui connaissais pas. Mon blog, Récit d'une femme qui se reconstruit, comptait désormais plus de 100 000 lectrices fidèles. Et les messages que je recevais quotidiennement témoignaient d'un phénomène que je n'avais pas anticipé. Nous étions des milliers de femmes à vivre la même révolution silencieuse. L'appartement de la rue Mouffetard avait lui aussi subi une métamorphose. Là où régnaient autrefois les goûts neutres et consensuels qu'Étienne et moi avions choisis ensemble, j'avais laissé s'épanouir ma personnalité. Des coussins aux couleurs vives parsemèrent le canapé beige. Mes livres de chevet n'étaient plus cachés dans la table de nuit, mais s'étalaient fièrement sur l'étagère. J'avais même accroché au mur cette reproduction de « La chambre de Van Gogh » qu'Étienne trouvait trop chargée et qui m'avait toujours fascinée. Mais le changement le plus spectaculaire était invisible. Il résidait dans la façon dont je habitais cet espace. Je ne marchais plus sur la pointe des pieds. Je ne baissais plus automatiquement le volume de ma musique. Je ne rangeais plus compulsivement mes affaires pour que tout soit parfait. Cet appartement était devenu mien, authentiquement mien, pour la première fois depuis 4 ans. Ma mère avait finalement accepté ma décision de divorce, non sans mal. Lors de notre dernière conversation téléphonique, elle m'avait dit quelque chose qui m'avait profondément touchée. « Tu sais, Camille, quand tu me parles maintenant, j'entends ta voix de petite fille, cette vivacité que tu avais et que j'avais l'impression d'avoir perdue. Je ne l'avais pas réalisée sur le moment, mais tu t'étais éteinte pendant ton mariage.
Cette observation de ma mère résonnait avec les retours de mes lectrices. Beaucoup me disaient la même chose. Elles retrouvaient leur vraie voix en me lisant, cette voix authentique qu'elles avaient de mise en sourdine pour préserver leur couple. Mon histoire personnelle était devenue le miroir de celle de milliers d'autres femmes. Les témoignages qui m'arrivaient chaque jour confirmaient que nous vivions une époque charnière. Clara, trentenaire de Lyon, m'écrivait « Grâce à vos textes, j'ai réalisé que je n'avais plus d'amis proches depuis mon mariage. Mon mari critiquait subtilement chacune d'elles, et j'ai fini par les abandonner une à une. Hier, j'ai appelé Sophie, ma meilleure amie du lycée. Nous nous sommes retrouvés et j'ai pleuré de joie de la revoir. Mathilde, quarantaine de Marseille, témoignait « Vous m'avez fait comprendre pourquoi je me sentais si fatiguée tout le temps. Ce n'était pas de la paresse, c'était l'épuisement de jouer un personnage 24 heures sur 24. J'ai annoncé à mon mari que je reprenais mes cours de danse contemporaine qu'il trouvait ridicules à mon âge. La première séance m'a rappelé qui j'étais vraiment. Chaque histoire était unique, mais le schéma se répétait. Des femmes qui avaient progressivement renoncé à des parts essentielles d'elles-mêmes, par amour, par habitude, par peur du conflit. Mon expérience personnelle donnait à ces femmes la permission de se poser les bonnes questions, de remettre en cause des compromis qu'elles avaient acceptés sans s'en rendre compte. C'est dans ce contexte que je reçus une proposition qui allait changer ma vie. Margot Delacroix, une éditrice parisienne spécialisée dans les témoignages féminins, m'avait contactée via mon blog. Elle souhaitait que j'écrive un livre basé sur mon expérience et celle de mes lectrices. « Votre voix touche quelque chose d'essentiel chez les femmes d'aujourd'hui », m'écrivit-elle. « Il faut que ce message atteigne un public plus large. » L'idée me terrifiait et m'excitait à la fois. Écrire un livre signifiait sortir de l'anonymat, assumer publiquement mon histoire, accepter d'être jugée. Mais cela signifiait aussi donner une ampleur nouvelle à ce mouvement de reconquête de soi que j'avais initié involontairement. Je passais des semaines à hésiter. Mes nuits d'écriture nocturne se transformèrent en séances de questionnement intenses. Étais-je prête à devenir le visage d'un mouvement? Avais-je la légitimité pour parler au nom de toutes ces femmes? La peur de l'échec me paralysait autant que la peur du succès. C'est finalement une lectrice, Amélie, qui me donna le déclic. Elle m'écrivait depuis Strasbourg « Madame, je ne connais ni votre visage ni votre vrai nom, mais vous m'avez sauvé la vie. » Littéralement. Il y a 3 mois, j'étais au bord du gouffre, persuadée que je ne valais rien parce que mon mari me le répétait quotidiennement. Vos mots m'ont fait comprendre que le problème n'était pas moi, mais la relation toxique dans laquelle j'étouffais. J'ai quitté cet homme, j'ai retrouvé du travail, j'ai recommencé à sourire. Si votre histoire peut aider, ne serait-ce qu'une femme de plus, vous n'avez pas le droit de la garder pour vous. Ce message me bouleversa. Ma responsabilité dépassait mes peurs personnelles. Si mon témoignage pouvait aider d'autres femmes à se libérer de relations destructrices, à retrouver leur estime de soi, à reconquérir leur identité, alors je devais franchir le pas. J'appelais Margot Delacroix un mardi matin de février. « J'accepte votre proposition », lui dis-je d'une voix que je voulais assurer. Mais à une condition, le livre ne sera pas seulement mon histoire. Ce sera celle de toutes ces femmes qui m'écrivent. Leur voix compte autant que la mienne. L'éditrice accepta avec enthousiasme. Nous définîmes ensemble la structure de l'ouvrage. Mon témoignage personnel servirait de fil conducteur, mais chaque chapitre serait enrichi des histoires de mes lectrices. Ce serait un livre choral, une symphonie de voix féminines qui raconterait cette révolution intime que nous vivions collectivement. Les mois qui suivirent furent les plus intenses de ma vie. Je jonglais entre mes cours à la Sorbonne, que j'avais repris avec un plaisir renouvelé, l'écriture de mon livre et la gestion de mon blog qui continuait à grandir. Chaque témoignage de lectrice nourrissait ma réflexion. Chaque histoire personnelle enrichissait ma compréhension de ce phénomène de dépossession de soi que nous avions toutes vécu. L'écriture du livre me confronta à des vérités douloureuses, mais libératrices. En structurant mon expérience, en l'analysant avec le recul, je compris des mécanismes que j'avais subis sans les identifier. Comment la société nous conditionne, dès l'enfance, à être des femmes accommodantes. Comment nous intériorisons l'idée que notre valeur dépend de notre capacité à rendre les autres heureux. Comment nous apprenons à étouffer nos désirs profonds pour éviter les conflits. Mais surtout, je découvris que ma reconstruction n'était pas un cas isolé. Partout en France, des femmes se réveillaient, questionnaient leurs choix, reprenaient possession de leur vie. Mon livre devenait le témoignage d'une génération de femmes qui refusaient de continuer à s'effacer. Un soir d'avril,
En relisant le dernier chapitre que je venais de terminer, je réalisais quelque chose d'extraordinaire. Je ne ressentais plus aucune amertume envers Étienne. Sa trahison, aussi douloureuse soit-elle, avait été le catalyseur de ma renaissance. Sans elle, je serais peut-être restée cette femme fantôme que j'étais devenue, cette épouse parfaite mais inexistante. Cette nuit-là, j'écrivis dans mon carnet personnel. « Étienne, où que tu sois, je te remercie. Ta trahison a été le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Elle m'a forcé à me retrouver. Pour la première fois de ma vie, je sais qui je suis, et cette femme me plaît. » Mon livre s'achevait sur cette note de gratitude paradoxale. Non pas la gratitude d'une victime reconnaissante, mais celle d'une femme qui avait transformé sa blessure en force, sa chute en envol. Le manuscrit était terminé. J'étais prête à voler de mes propres ailes. 1 an et 3 mois après cette découverte qui avait pulvérisé ma vie, je me tenais debout devant un miroir qui ne mentait plus. La femme qui me regardait avait des yeux clairs, des épaules droites, un sourire qui ne demandait plus la permission d'exister. Cette femme, c'était enfin moi. Entièrement moi. Mon livre, Récit d'une femme qui se reconstruit, venait de paraître et les premières critiques dépassaient tous mes espoirs. Un témoignage bouleversant qui donnera du courage à des milliers de femmes, écrivait le Figaro. Camille Moreau signe un manifeste pour la reconquête de soi, ajoutait Madame Figaro. Mais plus que les critiques, ce qui me touchait vraiment, c'était dans les messages de lectrices qui commençaient déjà à affluer. La signature en librairie que j'avais organisée la semaine précédente avait attiré plus de 200 femmes. 200 histoires différentes, 200 parcours uniques, mais une même soif de retrouver leur authenticité. J'avais vu défiler devant ma table des femmes de tous âges, des jeunes filles de 20 ans qui ne voulaient pas répéter les erreurs de leur mère, des femmes de 50 ans qui décidaient qu'il n'était jamais trop tard pour se réconcilier avec elles-mêmes. L'une d'elles, Marie-Claire, septuagénaire aux cheveux blancs impeccablement coiffés, m'avait particulièrement émue. « Madame Moreau, m'avait-elle dit en serrant ma main dans les siennes, j'ai vécu 45 ans de mariage en m'effaçant complètement. Mon mari est mort l'année dernière, et c'est seulement maintenant, grâce à votre livre, que je comprends que je peux encore découvrir qui je suis. Il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas ?» Ces mots avaient résonné en moi pendant des jours. Il n'est jamais trop tard. Cette phrase était devenue ma devise, mon mantra, ma promesse faite à toutes ces femmes qui m'écrivaient pour me dire qu'elles aussi avaient décidé de se reconnaître. Ma vie professionnelle avait pris un tournant inattendu. L'université m'avait proposé de créer un séminaire sur littérature et identité féminine, mêlant analyse littéraire et témoignages contemporains. Mes étudiantes, car elles étaient majoritairement des femmes, apportaient à ces cours une ferveur et une participation que je n'avais jamais connue dans mes anciens enseignements. Nous décortiquions ensemble les héroïnes de Colette, de Beauvoir, de Ernaud, et nous y trouvions des échos troublants avec nos propres questionnements. Mon blog était devenu une véritable communauté. 150 000 lectrices régulières partageaient désormais leurs histoires, leurs doutes, leurs victoires. J'avais créé des cercles de reconstruction dans plusieurs villes de France, des groupes de parole où les femmes pouvaient témoigner de leur parcours de reconquête de soi. Le succès de ces rencontres dépassait tout ce que j'avais imaginé. Mais le changement le plus profond était intime. Cette femme que j'étais devenue n'avait plus peur. Plus peur du jugement, plus peur de la solitude, plus peur de ses propres désirs. J'avais appris à m'aimer dans toute ma complexité, avec mes zones d'ombre et mes failles, mes forces et mes fragilités. L'amour aussi avait repris une place dans ma vie, mais différemment. Je n'étais plus dans l'attente désespérée d'être complétée par un autre. J'étais complète en moi-même, et cette plénitude me rendait capable d'aimer sans me perdre. Antoine, professeur de philosophie rencontré lors d'une conférence sur l'émancipation féminine, m'aimait pour qui j'étais vraiment. Il encourageait mes projets, admirait ma force, respectait mon indépendance. Avec lui, je n'avais pas besoin de jouer un rôle. J'étais simplement moi, et cela suffisait. Un matin d'automne, exactement 1 an et demi après ma découverte, je reçus un message qui me bouleversa. C'était Étienne. Il m'écrivait depuis Londres, où il vivait maintenant avec Thomas, l'homme avec qui je l'avais surpris ce jour fatidique. « Chère Camille », commençait son message, « j'ai lu ton livre. Je voulais te demander pardon, mais en te lisant, j'ai compris que tu n'avais plus besoin de mes excuses. Tu as transformé ma lâcheté en force, mon mensonge en vérité. Je ne sais pas si je dois me sentir coupable
ou reconnaissant d'avoir été, malgré moi, l'artisan de ta libération. Thomas et moi vivons enfin notre vérité, et je vois que toi aussi, tu vis la tienne. Nous avons tous les deux trouvé qui nous étions vraiment. Peut-être est-ce là le seul cadeau que nous pouvions nous faire. Ce message me fit pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de réconciliation, de pardon, de compréhension. Étienne avait raison. Nous avions tous les deux trouvé notre vérité. Sa trahison avait été douloureuse, mais elle avait été nécessaire. Sans elle, nous aurions continué à vivre dans le mensonge, lui dans le déni de sa sexualité, moi dans l'oubli de mon identité. Je lui répondis le soir même. « Cher Étienne, merci pour ce message. Tu as raison, nous avons tous les deux trouvé notre chemin vers nous-mêmes. Je ne te garde aucune rancune. Au contraire, je te suis reconnaissante. Ta trahison a été ma libération. J'espère que tu es heureux avec Thomas. Moi, je suis heureuse avec moi-même et c'est le plus beau cadeau que tu pouvais m'offrir sans le savoir. » Cette correspondance avec Étienne marqua une étape définitive dans ma reconstruction. Je n'étais plus la femme blessée qui avait découvert son mari avec un autre homme. J'étais une femme libre qui avait transformé sa douleur en force, sa chute en envol. Mon deuxième livre était en cours d'écriture. Il s'appellerait « L'art de se reconstruire » et serait un guide pratique pour toutes les femmes qui souhaitaient entamer leur propre parcours de reconquête de soi. J'y partagerai les outils qui m'avaient aidé, l'écriture thérapeutique, la redécouverte de ses goûts authentiques, l'apprentissage du non, la réconciliation avec sa solitude, la construction d'un amour-propre solide. Un soir de décembre, exactement 2 ans après cette nuit où j'avais écrit mes premières pages de reconstruction, je me promenais le long de la Seine. Paris scintillait de 1000 feux et je me sentais partie prenante de cette beauté. Je n'étais plus spectatrice de ma propre vie, j'en étais l'actrice principale. Sur le pont Neuf, là même où j'avais pris ma première décision consciente de me reconstruire, je m'arrêtais et regardais l'eau couler. Combien de femmes, en ce moment même, étaient-elles en train de vivre ce que j'avais vécu? Combien découvraient-elles que leur couple n'était qu'une illusion? Combien se sentaient-elles perdues, brisées, honteuses? À toutes ces femmes, je voulais dire, la douleur n'est qu'un passage, pas une destination. La trahison n'est qu'un révélateur, pas une condamnation. La solitude n'est qu'un terreau, pas une prison. Il y a une vie après l'effondrement. Il y a une renaissance après la mort symbolique. Il y a une joie pure après avoir touché le fond. Je sortis mon téléphone et postai un message sur mon blog, là, debout sur ce pont qui avait été témoin de ma première renaissance. Mes chères lectrices, mes sœurs de reconstruction, ce soir je pense à chacune d'entre vous, à celle qui vient de découvrir une trahison, à celle qui se demande si elle a encore le droit de rêver, à celle qui a peur de faire le premier pas vers elle-même. Je vous dis, osez. Osez vous regarder en face. Osez vous poser les vraies questions. Osez décevoir pour être vrai. Osez être imparfaite et entière. La plus belle histoire d'amour de votre vie commence le jour où vous tombez amoureuse de vous-même. En rentrant chez moi ce soir-là, je savais que ma mission était accomplie. Non pas terminée, car elle continuerait tant qu'il y aurait des femmes à inspirer, mais accomplie dans son essence. J'avais transformé ma blessure personnelle en force collective. J'avais fait de ma chute un tremplin pour d'autres. Devant mon miroir, avant de me coucher, je regardais une dernière fois cette femme que j'étais devenue. « Merci », lui dis-je simplement. « Merci d'avoir eu le courage de renaître. Merci d'avoir transformé la trahison en libération. Merci d'être enfin, authentiquement, moi. » Et vous, chères auditrices qui m'avez accompagnée dans ce voyage de reconstruction, j'espère que l'histoire de Camille et sa transformation vous aura touché profondément. Son parcours nous rappelle que nos plus grandes blessures peuvent devenir nos plus belles forces. Si ce récit vous a ému, si vous y avez reconnu votre propre histoire ou celle d'une proche, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous proposons chaque jour des histoires similaires qui explorent la complexité de l'âme humaine et célèbrent notre capacité infinie de renaissance. Laissez-nous vos commentaires, partagez vos propres expériences, car comme Camille l'a découvert, nous sommes plus fortes ensemble. Dans nos prochains épisodes, nous continuerons à explorer ces parcours de vie qui nous inspirent et nous rappellent qu'après chaque nuit, il y a toujours une aube nouvelle qui nous attend.